Le soir d'Halloween, Apple a présenté dans sa keynote sa nouvelle gamme de processeurs, les M3, M3 Pro et M3 Max. Honnêtement, rien d'exceptionnel à se mettre sous la dent. En réalité, Mathieu, derrière le développement de ces puces Apple Silicon, il y aurait quand même une stratégie cachée. Alors pourquoi est-ce que Apple développe ces puces? Est-ce qu'ils sont vraiment derrière la fabrication de ces puces? Quel est l'intérêt pour le produit et l'utilisateur final de mettre en avant des M3 qui sont un tout petit peu meilleurs? Tu vas nous parler de ça. Ouais, et comme tu le disais, en regardant les annonces d'Apple lors de sa keynote, ça m'a même un peu surpris qu'ils fassent une keynote pour ça. Parce que globalement, si je résume, ils ont annoncé leur nouvelle gamme de processeurs M3 gravés en 3 nanomètres. Certes, c'est les seuls à proposer des processeurs en 3 nanomètres, on va y revenir. Ils ont annoncé des nouveaux MacBook et des iMac avec cette nouvelle gamme de processeurs, mais pas grand-chose de plus. Et c'était fini, ça a duré une 30 minutes. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pour avoir suivi les conférences, les keynotes d'Apple il y a 5-7 ans, ils n'auraient pas fait une keynote juste pour ça. Ils auraient mis à jour les MacBook et les iMac sur le store, mais ils n'auraient pas fait une annonce. Ça m'a vraiment laissé en demi-teinte parce que je me dis à quoi ça sert de faire une annonce pareille. Mais moi, j'y ai quand même trouvé une petite raison et je vais y revenir. Mais juste avant, pour vous expliquer, il faut qu'on comprenne un peu comment fonctionne un processeur. Donc on va revenir un tout petit peu à la base du fonctionnement d'un processeur. Un processeur, déjà, c'est méga complexe. C'est vraiment très complexe. Et il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de fabriquer des processeurs. Et même pour Apple, qui possède des milliards de dollars, c'est très compliqué. Un processeur, c'est avant tout un semi-conducteur, donc c'est un matériau dont on va pouvoir contrôler le fait qu'il conduit ou pas l'électricité. Ça va permettre de faire des 0 et des 1. C'est ce qu'on appelle le dopage. C'est ce qui contrôle la conductivité du semi-conducteur et c'est ce qui va créer les transistors qu'il y a par milliards dans un processeur et c'est ça qui fait les calculs d'un ordinateur. Globalement, un semi-conducteur, enfin un matériau pour faire des semi-conducteurs très connu, c'est le silicium qui vient comme ça un peu sur c'est ce qu'on appelle des wafers. Donc c'est une plaque de silicium sur laquelle on vient faire les processeurs. Et en fait, les 3 nanomètres, c'est la distance, la fine couche de gravure. Et c'est la taille d'un atome d'hydrogène. Non, d'oxygène, je crois. Vraiment, je crois qu'un cheveu, c'est 80 000 nanomètres à côté. Donc, pour se dire qu'il y a des machines aujourd'hui qui sont capables de graver des plaques de silicium avec une finesse de 3 nanomètres, je peux vous dire que c'est pas ta grand-mère qui va faire ça dans son garage, ni même le petit inventeur du coin. Mais qu'est-ce qui fait que c'est dur, en fait? Parce qu'on peut se dire, bon, faut un truc suffisamment pointu, entre guillemets. Genre, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment compliqué? Alors, ce qui fait que c'est vraiment compliqué, c'est que la machine qui permet de faire ça, il y a globalement 3 sociétés dans le monde qui sont capables de faire ça. ASML. Ok. Voilà, exactement. Ça, c'est une machine qui permet de faire des processeurs. Ça a la taille d'un bus. Ça coûte 160 millions de dollars. Ouais. Et c'est fait par ASML. C'est une société aux Pays-Bas qui est sans doute une des sociétés les plus importantes au monde parce que c'est la seule machine capable de graver en 3 nanomètres à l'heure actuelle. Il n'y a que TSMC qui en a. On y reviendra. C'est dingue. Et ils ont à peu près 80% du marché des machines. Donc, c'est des machines à lithographie ou photolithographie qui permettent en fait de graver ces processeurs avec une finesse aussi importante. Et donc, Apple le fait pas eux-mêmes. Quand on dit ils font leur propre silicium, en fait non. Enfin, Apple, ils font la puce. Apple est incapable de produire et de fabriquer aucun processeur. Ils la conçoivent, ils l'ingénierient, ils la designent si vous préférez. Mais ils ne fabriquent absolument aucun processeur. Les concurrents de ASML, c'est Nikon et Canon, mais ils sont assez en retard. Donc c'est quand même deux gros puissances japonaises. Mais je crois que c'est quasiment les 3 seules sociétés. Il y en a d'autres, mais en tout cas, qui sont capables de faire des machines à lithographie modernes. Donc ça, c'est pour remettre un peu dans le contexte. Mais à la base, nous, ce qu'on connaît de semi-conducteurs, c'est Intel. Intel, ils conçoivent leurs processeurs, ils les fabriquent, ils les vendent. Ils les vendent même en leur nom, Intel. Il y a Samsung qui le fait également. En France, il y a ST Microélectronique qui est un peu connu, installé vers Grenoble. C'est des acteurs historiques. Et puis, il y a un moment, il y a eu un changement qui littéralement a tout changé dans le monde des semi-conducteurs. En fait, il y a commencé à avoir une séparation entre les gens qui conçoivent les processeurs et les gens qui les fabriquent. On a appelé ça des fonderies pour les entreprises qui les fabriquent et on a appelé ça des entreprises fabless, donc sans usine, pour ceux qui conçoivent les processeurs. Intel n'a pas fait ce choix. Ils sont restés dans le fait de produire toute la ligne, parce que ça paraît cohérent. Et en fait, c'est un peu l'autre choix qui l'a emporté. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des fablesses d'un côté et des fonderies de l'autre, à tel point que AMD, concurrent d'Intel et qui fait des puces,
a revendu sa part de fabrication, donc la fonderie. Oui, d'accord. C'est devenu Global Foundries. D'accord. Et AMD, maintenant, Ils ont coupé le désormais, cordon. est un fabless D'accord. qui, donc, du coup, conçoit ses processeurs et après va voir une fonderie et maintenant, vous nous les fabriquez. Ces fonderies achètent des machines à 160 millions de dollars ou 200 millions de dollars et c'est eux qui font les processeurs. Vous allez reconnaître des noms. Qualcomm, Fabless, ils font ces puces, mais ils ne les fabriquent pas. Qualcomm ne sait pas fabriquer. C'est vrai, c'est marrant. Ah non, tous les Qualcomm, c'est ceux tous les téléphones Android. Oui. C'est ils ont un modèle on conçoit les puces. D'accord. C'est pas eux qui les fabriquent. C'est la même chose pour Nvidia et évidemment Apple qui a un contrat avec TSMC pour fabriquer ces processeurs. Là, il y a quelqu'un qui conçoit le processeur, qui le design en fonction de ses besoins. Apple, par exemple, ses besoins, c'était d'avoir un rapport performance-watts qui soit leader du marché. Et en gros, leur ligne de route, c'est pas forcément de faire les meilleurs processeurs, c'est de faire des processeurs performance par watt qui soient imbattables. Ils l'ont très bien testé avec l'iPhone, ça marche avec le Mac. Et en fait, il y a un troisième acteur, c'est ARM. Parce que ces processeurs Mac, on dit que c'est des architectures ARM. En fait, ARM, c'est une licence. Il faut payer le droit de pouvoir concevoir un processeur. C'est pas l'architecture Intel x86, c'est l'architecture ARM qui est vendue à un fabless qui développe son propre processeur, par exemple l'Apple M3, qui demande à un fondeur de faire ses Apple M3, M3 Max, M3 Pro, et qui va enfin se terminer dans nos MacBooks. Et donc ça, c'est toute la chaîne qui, pour Intel, en fait, de base, était une seule chaîne. Mais en fait, ils l'ont découpée en 3 gros morceaux. Pourquoi Apple s'est lancé dans la fabrication de processeurs pour ses ordinateurs? C'est pas un choix anodin, comme on l'a vu, c'est super dur de devoir faire de fabriquer un processeur, et même en étant fabless, de base, Apple, il vend des produits au grand public, il vend pas des processeurs. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, je l'ai déjà dit, essayer de prendre son envol par rapport à Intel, qui devenait bloquant, même sur la supply chain, la logistique, c'était une dépendance trop forte, selon eux, pour garder cette dépendance vis-à-vis d'Intel. Deuxième choix, c'est pour la stratégie d'intégration verticale, comme on dit. Apple, ça, l'a toujours fait. Ils aiment bien contrôler tout le matériel, tout le logiciel. Quasiment tout est Apple. Il y avait un composant dedans qui n'était pas Apple, qui était Intel. Bon, il y en a d'autres, mais on va dire un composant phare. Et aujourd'hui, quasiment le hardware, le processeur, l'OS, les applications développées, tout ça est Apple. Et en fait, c'est vraiment la stratégie de pouvoir tout contrôler et du coup d'être plus efficient, plus efficace. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a une dernière stratégie. Ils prennent un contre-pied vis-à-vis de l'IA. C'est marrant parce que tu en as parlé dans ta chronique. Oui, il n'y a pas d'IA. Tout le monde s'attend, honnêtement. Apple, tout le monde est là en mode, mais quand est-ce qu'ils annoncent des trucs? Ne parle jamais d'intelligence artificielle et de LLM, alors que tous les actionnaires, lors de la keynote de l'Apple Vision Pro, s'attendaient à des annonces en termes de LLM, tellement c'était incontournable, en fait, pour un GAFAM, pour un géant de la tête, de ne faire aucune annonce. Mais surtout, le plus curieux, c'est pas que ça les intéresse pas. Évidemment que ça les intéresse de fou, et il y a qu'à voir leur contribution GitHub et ce qu'ils font en fait dans les coulisses pour savoir que non, mais en fait, ça les intéresse. Du coup, c'est encore plus étonnant qu'ils en parlent pas, quoi. Et en fait, ils en parlent, mais très certainement, même c'est sûr, ils en parlent à travers leur nouvelle puce M3. Dans ces puces, tout est intégré, c'est des systèmes on-chip. Ouais. Il y a ce qu'ils appellent, eux, Neural Engine. Donc, c'est un processeur d'intelligence artificielle, un NPU, comme on l'appelle, Neural Processor Unit, qui est là pour assister dans les fonctions de prédiction de modèle. De prédiction. C'était déjà le cas sur l'iPhone. Ça va arriver sur le MacBook. Et en fait, le fait que Apple contrôle ses logiciels, son hardware et le silicium, ses processeurs, ça lui confère un avantage dans l'intelligence artificielle, parce qu'au lieu qu'ils investissent à fond dans des immenses data centers avec des Nvidia H100, H1000, je sais plus, pour entraîner des gros LLM, en fait, ils vont amener l'IA on-device, le machine learning on-device, comme ils appellent. Ils amènent l'IA au niveau de la machine et donc de ce qu'ils vendent. En fait, c'est logique pour eux. Et en fait, les traitements IA, eux, ils comptent sur ces processeurs-là pour les traiter. Plus le fait qu'il y a des gens qui ont essayé d'entraîner des LLM sur des grosses machines de travail avec des M2 Ultra, qui est leur version méga boostée, et que ça marche super bien. Et pourquoi ça marche super bien? Aussi parce qu'ils ont une mémoire unifiée. C'est-à-dire que dans leur système on-chip, ils ont tous leurs composants, le GPU, le NPU, le CPU, et ils ont une mémoire qui sert à tout.
Et dans le M2 Ultra, je sais plus combien il y a de gigas de mémoire unifiée. À 190 à peu près gigas de mémoire unifiée. Ça n'empêche qu'ils ont sans doute des data centers pour entraîner des gros modèles à côté et qu'ils travaillent là-dessus. Surtout, c'est de l'inférence. Ouais, exactement. C'était pas de le. Bah oui. Aller jusque là, mais si, parce que en fait, entraîner un modèle ou le faire parler exactement, c'est pas la même chose. Bien sûr. Et pour l'instant, la question de l'entraînement de modèles est non résolue en fait sur les Apple Silicon. Ouais. Mais par contre, l'inférence, qui est le truc qui intéresse 99% des gens en fait, c'est utiliser des modèles d'IA. Comme tu dis, sur les machines d'Apple, elles ont un avantage compétitif du fait de cette mémoire unifiée qui est absurde en fait. Ouais. Parce que quand vous avez votre super PC gamer avec 64 Go de RAM, mais qu'en fait votre GPU, il a que 6 Go de mémoire vive, vous faites tourner rien du tout. Et rien du tout. Alors que là, tu prends ton M3 Ultra là, qui n'existe pas encore, ils peuvent vite se positionner comme des machines les plus efficientes énergétiquement, qui peuvent faire tourner des modèles de type GPT-4 dans les prochains mois, prochaines années, localement. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou parce que c'est une guerre de paradigme, en fait. Comme si, d'un côté, on a parlé de OpenAI tout à l'heure, d'un côté, tu as OpenAI qui est en mode non, mais nous, on y va à coup de GPU A100 de NVIDIA chez nous et on maîtrise tout. Et de l'autre côté, il y a Apple. Et si on compare, par exemple, la stratégie de Microsoft, qui ne contrôle pas tout, ils ont qu'un OS, eux, pour gérer les requêtes en fait d'IA, en fait ils sont obligés de passer par le cloud. Donc c'est-à-dire d'avoir des immenses data centers avec de la puissance NPU, GPU ou ce que vous voulez, mais sans parler d'entraînement, juste d'inférence, ils peuvent pas compter sur un calcul on device, donc sur le mobile, ils sont obligés de passer par le cloud. C'est vraiment la stratégie inverse d'Apple. Et je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu que Apple allait sans doute offrir un portage au moins partiel de Stable Diffusion sur les puces de la série M. Je pense pas que ce soit... Enfin, j'ai lu ça dans un papier d'analyste, mais apparemment, ils travaillent dessus, c'est une rumeur. Et moi... On le voit sur GitHub même, si je dis pas de ouais, c'est possible. Il y a des contributions d'Apple, ouais. Et je trouve ça fou que mon Mac, et peut-être même mon iPhone, puisse avoir des capacités que Stable Diffusion donc du coup en génération d'images et en traitement d'images. En local, ça pourrait être. T'as plus de latence, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, t'as la latence du calcul, d'inférence et tout ça. Oui. Mais t'as plus tu gagnes le trajet, t'as quand même le temps de calcul, mais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que la mémoire unifiée nous fait un peu chier parce qu'il faut l'acheter super cher, mais c'est quand même un peu un avantage. Et non, mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça a du sens parce que les ajouts sur la puce M3, en plus, c'est principalement au niveau du GPU qui est vachement sollicité quand vous essayez l'IAMA.cpp, voilà, ou tous les projets d'inférence en local, tu vois que c'est ça qui va avoir le plus d'impact en fait sur tes vitesses, sur le nombre de tokens par seconde que tu peux produire. Et donc, c'est la nouvelle puce de l'IA. De ce que j'ai vu, les deux trucs qui s'améliorent vraiment, il y a de l'amélioration partout, c'est, tu l'as dit, le GPU et le NPU par rapport au M2 et M1. Et pour moi, c'est pas anodin. Et en fait, je pense que même s'ils communiquent pas du tout, ils sont à fond, c'est même sûr, ils sont à fond sur le sujet pour avoir leur propre stratégie bien différente du reste. Et ça, c'est clairement permis grâce au tout le développement d'Apple Silicon qu'ils n'auraient jamais pu faire avec des puces Intel. Jamais. L'autre annonce d'Apple qui a fait beaucoup de bruit, c'était aussi l'Apple Vision Pro. Et pareil, pas de mention d'IA dans la conférence. Et pourtant, il y a des éléments assez troublants dans le hardware qui a été choisi. On vous raconte nos théories sur ce nouveau casque dans cette vidéo.